Ces tourments de tous les Romains étaient loin de me battre, et je n'allais pas chercher de la force morale dans les méditations ou délusions que la triste réalité éloignait chaque jour davantage. Je la trouvais dans ma préoccupation de l'empereur. Je souffrais, mais c'était pour lui. Mon infortune tirait un grand éclat de la cause qu'il avait fait naître. Mon homme et ma destinée étaient liés à son homme immortel. Et puis ses souffrances n'étaient-elles pas plus violentes que les miennes? La perfidie du gouvernement anglais et le conduisait à Sainte-Hélène, quel tourment lui préparait cet exil au bout du monde. J'aurais eu honte de me plaindre devant une telle infortune. La vengeance des rois se pesait ici sur nous deux, et j'ai trouvé consolation et gloire à la partager. Cette pensée m'a constamment soutenue et m'a sauvée de toute faiblesse. L'idée qu'il lirait mon procès, que ma mort serait une émotion pour lui, que je me montrais digne de son attachement et de sa confiance, exalté sans cesse. Je dirai plus tard comment ce sentiment d'énergie contre le malheur reçut un puissant aliment d'une autre cause. Quelques semaines après mon entrée, un jour que je me promenais dans la cour, le maréchal Ney m'aperçut au bas de l'escalier qui conduisait à mon ancien cachot. Il me salua au menton rapidement, accompagné du concierge d'un officier de gendarmerie. J'appris ainsi qu'il était arrêté. Il avait dédaigné que moi de quitter le royaume et s'était contenté de se réfugier dans le château d'un parent de sa femme, aux environs des Cahors. Son sabre, qu'il avait laissé dans le salon, les trahit cette fois. Il se laissa arrêter, bien persuadé qu'on nous serait les condamnés. Après un mois de séjour dans ce cachot, on le plaça enfin au-dessus de moi, dans le logement du greffier. Il y avait une poêle qui garantissait du froid, et sa fenêtre grillée, mais plus élevée, lui procurait un air un peu malsain que celui que je respirais. Mais son homme et ses dignités sépareront les garantir des vexations dont on s'épuisait à l'accabler. Il jouait assez bien de la flûte, et pendant quelques jours, il put s'en servir, put charmer son ennui. Cette ressource lui fut enlevée, sous prétexte que les règlements de la maison s'y opposaient. Il aimait à répéter une valse que j'ai eu longtemps en souvenir et que je me surprenais à fredonner dans mes rêveries du soir. Je ne l'avais jamais entendu ailleurs. Je l'ai retrouvé une seule fois en Bavière. C'était dans un bal champêtre, sur les bords du lac de Starnberg. J'avais sous les yeux des jeunes paysannes foulant gaiement un gazon bien frais. L'air au nez doux et mélancolique, le son du son de la flûte me rejeta violemment dans la conciergerie, et je me sauvai en fondant en larmes et en prononçant avec amertume le nom de l'infortuné maréchal. Pendant la journée, nous nous partagions la promenade dans les petites cours, sans pouvoir y rester ensemble, quoiqu'il fût constamment accompagné d'un gendarme. J'avais l'habitude de me promener dans la grande cour à 6 heures du matin. Le maréchal désira choisir cette époque de la journée pour sa promenade. Je la lui cédai de grand cœur, et cet arrangement sera jusqu'à l'époque où le secret auquel il était soumis fut enfin levé. Alors, tous les jours,
Le maréchal et ses enfants venaient dîner avec lui. Elle accompagnait toujours dans ses promenades. Un jour, elle s'approcha de ma fenêtre et me dit: La sentinelle qui nous garde est un vieux soldat qui a servi sous le maréchal et il désire beaucoup causer avec vous. Effectivement, le maréchal s'approcha. L'entretien ne pouvait être long. Je suis tranquille sur ma position, me dit-il. Des amis nombreux veillant sur moi. Le gouvernement marche encore vers sa ruine. Déjà, les étrangers prennent parti pour nous. L'indignation publique s'étend jusqu'à eux. Et si vous en voulez la preuve, lisez ce papier, brûlez-les ensuite. Il me glissa à travers les barreaux une liasse, des brochures et des feuilles manuscrites. J'ai trouvé effectivement des menaces violentes et jusqu'à des provocations qui me pareront fort maladroites. Enfin, beaucoup de nouvelles absurdes suivant-elles. Les Anglais, en étant au regret d'avoir replacé la maison de Bourbon sur le trône, l'impératrice Marie-Louise protestait dans un long écrit contre la décision des souverains qui l'avions éloigné de France. Ce que le maréchal m'avait dit de ses amis était plus exact, mais quelque temps après, j'ai appris qu'il avait échoué dans une tentative essayée pour se sauver de la conciergerie et que 6000 officiers à demi-solde avaient été forcés de s'éloigner de la capitale par ordre du ministre de la guerre. Peu de temps après cet entretien, nous avions encore échangé les heures de nos promenades. C'était alors lui qui descendait les soirs dans les pros, accompagné de sa femme, de son beau-frère et de sa belle-sœur, Madame Gameau. Les prisonniers étaient alors retirés dans leur dortoir. Parmi eux se trouvait un militaire nommé Dieu, dont la jolie voix et les chansons plaisantes de Musillon le maréchal. Je désirais vivement le revoir. Et un soir, j'ai hasardé de demander à monter sous le pro. Le concierge était sorti. Le geôlier m'ouvrit la porte et me conduisit. J'ai trouvé le maréchal et M. Gameau. Je me joignis à eux. C'était environ 3 mois après notre premier entretien. Toutes ces solutions me paruront alors dissipées. La bataille y a passé, me dit-il. Puis ce sera vous, mon cher Lavalette, et moi ensuite. Peu importe, lui dis-je. Que vous, ou de moi, tombera la première. Je vois qu'il n'y a plus de ressources. Oh, nous verrons. Cependant, tous ces avocats m'ennuyons et ne comprenant pas ma position. Moi, je parlerai.